Peut-être que certains d'entre vous savent ou se souviennent que j'annonce depuis des années un cours sur thé et tête qui ne vient pas. Un cours qui devrait, s'il arrive, Inch'Allah, être consacré à 3 dialogues qui sont thé et tête, le sophiste et Parménide. En fait, ils ne viennent pas pour diverses raisons, mais ces cours-là, j'espère que ça va venir. Ils ne viennent pas tout simplement parce que j'ai des problèmes de temps aussi, de surcharge de travail, mais c'est peut-être pas seulement pour ça. En tout cas, le cœur de ce cours que j'espère faire un de ces jours tourne autour de thé et tête. En fait, surtout entre le sophiste et thé et tête. Qu'est-ce que Socrate dit? Qu'est-ce que Platon fait dire à Socrate? Dans le sophiste, c'est que il est question, comme d'habitude, de d'énoncer les conditions d'énonciation de la vérité, donc de méta-énoncer la vérité. Et il fait dire à Socrate, la condition de la vérité, c'est le plus petit discours qui soit possible, qui est une proposition. Et ça, je pense que c'est la formulation de ce qui va engager sur ce que Heidegger appellera 20 et quelques siècles plus tard, avec énormément de hargne, la logique formelle, qui passera par la théorie des catégories d'Aristote, etc., par Kant, et la réinvention des catégories. Bon. Ça, c'est dans le sophiste. Il y a bien d'autres choses, énormément de choses dans le sophiste, évidemment. C'est un texte très très important. C'est le texte cité par Heidegger en ouverture de Être et Temps. Et puis, dans Thé et tête, il y a aussi là des tas de choses très importantes. Et il y a ce que vous avez dit. À savoir que ou bien on connaît une chose, ou bien on ne la connaît pas. Principe du tiers exclu, d'ailleurs. Deuxième apport méta-véritatif à la logique formelle. Je pense que ces textes sont absolument antisocratiques. Et que, précisément, ce que Socrate nous a enseigné, et qu'il a enseigné à Platon, c'est que, justement, ce qu'on sait, on ne le sait pas. Et non seulement, parfois on ne le sait pas, mais on ne le sait jamais. Et que c'est ça qui constitue la réponse à l'aporie de Ménon, dont Anaïs a parlé, parce qu'il y avait un écho entre vos 2 interventions, très 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 fort en fait, ça m'a beaucoup frappé. Et là je pense qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental. C'est-à-dire que dans l'histoire de la vérité, entre guillemets, tels que Popper ou Girard peuvent tenir un discours sur cette histoire. Il y a une histoire de la vérité bien plus vieille que Platon, dont le dernier représentant est Socrate. Moi je dis toujours, Socrate c'est un présocratique. Là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec Nietzsche. Je pense qu'il a vraiment pas compris ce que dit Socrate. Et c'est très embêtant. C'est très très embêtant parce que ne pas comprendre ce que dit Socrate, c'est ne pas comprendre ce que disent les présocratiques. D'une certaine manière. Puisqu'on définit les présocratiques par rapport à Socrate. Donc si on ne comprend pas bien Socrate, on ne peut pas bien comprendre les présocratiques non plus. Vous comprenez ce que je veux dire, ce qui est un petit peu formel. C'est un peu formel, mais ça procède de cette question de la vérité telle qu'elle appartient à ce que j'appelle, non pas simplement l'intermittence du poisson volant, mais la remontée aux sources du saumon. C'est ça que nous dit Socrate, justement. Il faut toujours revenir à des sources sur laquelle
vers lesquels se sont construits entre-temps des barrages, des choses qui nous empêchent de remonter aux sources, voilà. Ou des catastrophes qui ont fait que, comme les chutes du Niagara par exemple, voilà, le lit de la rivière a été totalement déplacé, etc. etc. Ça me paraît fondamental pour l'instruction de ce que vous avez dit, qui est très 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 important, hein, à mes yeux extrêmement intéressant, sur la question de la méconnaissance comme étant notre problème. Parce que ça, je suis absolument d'accord avec ça. Je vais un tout petit peu en parler après-demain. J'ai dit toujours que je parlais mercredi, c'est pas vrai, j'ai vérifié. C'est jeudi matin que je parle. Voilà. Nous sommes confrontés à cette question de la méconnaissance dont j'ai un petit peu parlé hier d'ailleurs, hein, dans la discussion, en la mettant au cœur de Sein und Zeit. Voilà. Et par rapport à cela, je pense qu'il est vraiment fondamental de rouvrir en détail, patiemment, je veux dire, quand je dis en détail, je veux dire patiemment, avec le temps qu'il faut, même si le problème c'est qu'on n'a pas le temps. Donc c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut travailler collectivement. Et patiemment, voilà, reprendre par exemple ces questions avant Socrate même, bien avant Socrate, et en passant aussi par ce que disait Anaïs, et ce que rappelait Anaïs de ce que dit Lacan, qui ouvre une possibilité comme ça, même si c'est pas du tout clair, à ce que j'appelais moi hier le schématisme des rétentions tertiaires. Et quand il dit, voilà, le symbolique culmine dans les machines, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a la question de la rétention tertiaire, ça c'est certain. Il la formulerait certainement pas du tout comme ça, mais c'est quelque chose de l'ordre de ce que j'appelle moi la rétention tertiaire. Et je pense que c'est fondamental aujourd'hui de reprendre ce que vous dites en faisant cette grande boucle. Parce que si, comme on l'a vu à travers les interventions de pratiquement tout le monde d'ailleurs, mais d'abord de Paolo, de Sarah, de Gérald, le contexte de tout ça, c'est ce qu'on appelle les big data, ce que tout à l'heure Cédric appelait l'intelligence artificielle, la nouvelle intelligence artificielle réticulée et tout cela. Il est absolument fondamental d'être capable de dire ce que sont les big data. Or, les big data, c'est l'enjeu déjà de toutes ces questions. S'il est vrai que, ça c'est pas du tout ce que dit Socrate bien entendu, mais c'est ce qui est à mon avis inclus dans une lecture, je ne sais pas comment dire, appelons-la une lecture enthousiaste de Socrate et de Phèdre, dans ce qu'il dit du pharmacone, parce que je le redis beaucoup, fortement, j'y insiste de plus en plus, le pharmacone chez Socrate, dans le Phèdre, c'est pas un objet de rejet, c'est un objet de soin. Je crois que le vilain petit Platon, qui est vraiment un sale môme, prend le discours du gentil Socrate, parésiaque. Et le vilain petit Platon qui va pratiquer la rhétorique qu'il dénonce, c'est vraiment un sale môme. Il va prendre ce que dit Socrate, mais en retournant complètement contre Socrate. Parce qu'évidemment, il tue son papa. Et il le retourne en disant, oui, il faut prendre soin du pharmacone, bien sûr, comme dit Socrate, et il faut produire une dialectique qui n'a plus aucun rapport avec la parésia. Pourquoi est-ce que je parle de parésia? Et je vais y revenir, parce que Florian est dans la parésia, je pense, mais aussi parce que Michel Foucault, 6 mois avant sa mort, même pas 6 mois, il est mort au mois de juin, et au mois de janvier, avant sa mort, donc même pas 5 mois, 4 mois et demi avant sa mort, voilà, il pose qu'il faut reconsidérer le dialogue socratique depuis la question de la parésia, de ce qu'il appelle l'aléturgie, et dont il dit c'est pas l'épistémologie, c'est une question de la vérité, mais qui pose pas la question de qu'est-ce qu'est la vérité, mais une question des conditions de la véridiction, ce qui n'est pas la même chose.
Et je pense que nous avons aujourd'hui à reprendre cette question-là de manière fondamentalement, comment dire, conquérante, j'ai envie de dire, conquérante, en s'appuyant sur le discours d'Antoinette Rouvroy et de Thomas Berns, parce qu'il pose ces questions, mais en même temps il ne les pose pas très bien. Il y a un point, il les pose très très bien, bien sûr, mais il y a un point, et c'est ça ce qui était intéressant dans la remarque de Simon, où, hop, il y a quelque chose qui manque. Et par rapport, ils ne vont pas dans la pharmacologie. Berns et Rouvroy, ils sont dans la... Je ne sais pas exactement dans quoi d'ailleurs, dans une analyse foucaldienne ou post-foucaldienne, voilà, d'une réalité de technologie de pouvoir. Voilà. Ils sont vraiment là-dedans. Mais il manque, à mon avis, quelque chose. Voilà ce que j'avais envie de dire pour ouvrir la discussion, puisque personne ne prenait la parole. En principe, j'attends la fin de la discussion pour intervenir, mais bon. Et j'avais envie d'ajouter encore quelque chose pour situer, je dirais, la géopolitique de ces questions, ou la noopolitique de ces questions. Ce que dit Platon dans Théétète, ça va être la base du cognitivisme. C'est-à-dire, c'est ce que le cognitivisme, qui ne comprend absolument rien à la question du savoir, parce que pour moi le cognitivisme c'est une calamité en termes aussi bien véridictionnels que épistémologiques d'ailleurs, le cognitivisme ne va absolument pas comprendre que, bien entendu, pour que je puisse connaître quelque chose, il faut que je le connaisse déjà. Si je ne le connaissais pas déjà, je ne le connaîtrais pas. Et qu'est-ce que ça va donner, ça, cette incompréhension radicale du cognitivisme de ces questions? Ça va donner Chomsky, qui va interpréter Descartes dans un sens totalement naturaliste, au sens où on parlait de naturalisation ce matin, qui va consister à dire que finalement ce que dit Descartes sur le savoir implanté comme signifié transcendantal dans la conscience du sujet connaissant par Dieu, eh ben c'est le câblage, le pré-câblage biologique. Voilà. Ce qui est une incompréhension absolue de toutes ces questions, y compris cartésienne, de ce que dit Descartes, parce que Descartes n'a absolument jamais dit quelque chose de semblable. C'est pas du tout. C'est vraiment Dieu chez Descartes, c'est pas du tout la biologie ou je ne sais quoi. Donc voilà, je voulais ajouter ça pour préciser la scène de la lutte, quoi, par rapport à ces questions. Merci. J'ai une question pour Anaïs, que c'est vraiment pas une question précise, mais c'est une réflexion que tu m'as inspirée avec toutes les suggestions que tu as données dans ton intervention. Et d'abord, merci pour avoir cité Beckett. Et j'ai fait le même hier, et parce que je crois que dans son cas, il y a une prise en charge de l'épuisement qui est fondamentale. Et hier, j'ai cité son œuvre Wordsworth Ho, qui en français est traduite Cap au pire, dans laquelle il cherche vraiment d'arriver au bout de cet épuisement, en cherchant de créer la pire des œuvres, vraiment quelque chose d'incroyable, et il parle de rater mieux dans ce sens-là. Donc vraiment, c'est l'intention d'arriver au cœur du problème, au cœur de l'épuisement du possible, de la volonté et bon, de la situation de l'époque. En réalité, la question que je voudrais te poser, c'est à propos des émoticônes et la question que tu as soulevée de l'immédiateté de l'effet émotionnel qu'elle provoque. Et ça m'a encore une fois
reporter à mon intervention, pardonnez-moi pour être un peu égocentrique, mais hier, je n'ai pas eu le temps d'expliquer précisément les images que j'ai montrées, mais à un certain point, j'ai montré une page qui s'appelle GIF. GIF, c'est une page du Myth Media Lab où il cherche de quantifier les émotions précisément dans le même sens que tu as montré avec l'image du garçon. Il montre des gifs animés dans lesquels il prétend de simplifier les émotions et quantifier la réaction du public et la catégoriser en relation à l'appartenance, en relation pour étudier d'une manière quantitative s'il existe une corrélation entre la perception des émotions et les caractéristiques sociales des personnes. En relation à ce que tu as dit sur Lacan et en relation à la figure de l'analyste que tu as référé à maintenant à travers Lacan, je voudrais te demander qu'est-ce que tu en penses de cette figure de l'analyste, parce que avec Beckett et avec ce type de quantification des émotions, il y a vraiment deux types d'analyses différentes. C'est une analyse qui entre dans la spécificité des choses de l'époque, et c'est un autre type d'analyse, celle des émotions, c'est une analyse quantificatrice. Donc, je voudrais en savoir un peu plus de ce que tu étais en train de... Merci. Merci, Sarah. Oui, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette figure de l'épuisé comme finalement allégorie de l'Anthropocène, c'est qu'il y a continuité de la répétition, c'est-à-dire que c'est vraiment une dynamique anthropique, mais à la fois qui gesticule encore, c'est-à-dire que c'est le rater mieux, rater encore, rater toujours, c'est est-ce que ça va finir, ça va bientôt finir, est-ce qu'on parle encore, mais finalement en ne disant rien, les mots s'accumulent. Donc c'est cet improbable qui est complètement évidé par cet impossible tas qui figure là devant nous. Ce qui m'intéresse beaucoup par rapport aux émoticônes, c'est vraiment que le premier émoticône apparaît dans les lettres de la fin du 19e. Donc ce n'est pas forcément qu'une certaine technicité médiatique impose la prolifération de ce genre de réduction affective et d'homogénéité affective des signifiants. C'est vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une esthétique qui se met en place depuis les 2 derniers siècles, d'une extinction de la singularité des formes expressives, émotionnelles, affectives. Ce qui m'intéressait par rapport à l'installation vidéo de Thierry Kunsel, et bon, ça je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais le titre c'est le tu. C'est le tu qui tue, c'est le tu qui ne donne pas la parole, qui se tait, mais c'est aussi l'autre qui peut être encore nommé dans un échange et perceptif. Ce qui m'intéresse, et on le perd un petit peu à la vidéo là sur le mur, c'est qu'en montrant la genèse
des émotions, c'est-à-dire qu'en montrant le moment entre la photographie qui dépeint l'affect du sourire, donc peut-être ce qu'on pourrait encore appeler la joie, et un regard un peu plus éparse. Entre ces deux moments-là, il y a une monstruosité de l'enfant qui peut s'arrêter à n'importe quel moment et figurer une émotion qui n'est pas celle préétablie ou pensée, parce que maintenant, quand on utilise des émoticônes, ils sont standardisés. Et donc, la singularisation d'une forme expressive est à réinventer, et c'est dans cette pharmacologie des prothèses émotives dans laquelle nous transmettons chacun relationnellement qu'il s'agit de ne surtout pas quantifier ces figures-là. Par rapport à la question de la quantification, on revient à ce que Bernard travaille depuis longtemps. Finalement, c'est comment, dès le début de la psychanalyse, le marketing était déjà prêt à utiliser ces études-là. Maintenant, on est venu à quantifier de façon tellement poussée qu'il y a certaines théories qui disent que les caméras de chacun de nos téléphones portables et ordinateurs quantifient notre capacité réticulaire à être captée par certaines publicités, notre façon de réagir à certaines formes expressives, et tout ça c'est déjà quantifié. Enfin, on parlait un peu plus tôt dans la journée de cette quantified self. Et c'est vraiment quelque chose qui me semble aller de pair avec des figures d'épuisé ou d'épuisement, mais l'urgence, c'est que ces quantifications évident complètement un dynamisme, alors que l'épuisé, même épuisé, il est vraiment encore garant d'impossible. Et donc c'est ça qui m'intéresse chez Beckett, c'est qu'ils vont mourir et encore ils gigotent, ou ils gigotent encore, alors que la quantification des émotions, c'est la stabilité, enfin, c'est-à-dire que l'homogénéisation des formes expressives telles que l'émoticône, c'est une absence absolue de dynamisme. Il faudrait réinventer, on parlait d'usage et de pratique, il faudrait alors réinventer la pratique que l'on a de ces prothèses émotionnelles. Et c'est pour ça que je pense que la vidéo propose une monstruosité à l'œuvre, mais qui fait partie de chacun de nous. Chacun, au tournant d'un sourire, on n'est pas garant de ne pas avoir une grimace. Donc c'est ça qui fait la singularité d'un sourire. Oui. C'est que je pense que c'est un peu monstrueux, dans un sens un peu plus négatif du terme, des gifs animés, c'est qu'elles prétendent être comme l'installation du garçon, donc avec du mouvement, avec de véritables mouvements qui émuent dans une certaine façon, mais elles sont beaucoup plus semblables aux émoticônes, donc fixes, sans mouvement et sans une possibilité de se faire prendre dans une activité ou dans un mouvement ultérieur d'affect. Une de tes questions, c'était la question de l'analyste. On n'analyse pas le quantified self, on le calcule. Il y a vraiment un fossé. Ce qui m'intéresse beaucoup chez Lacan, c'est que quand il parle du symbolique
et de la machine, ce n'est pas une machine qui ne peut pas être, ce n'est pas une machine qui évacue le diabolique. C'est une machine qui appelle à être inventée et à réorganiser l'appareil psychique, parce que c'est ça la fonction du symbolique dans la formation du moi. Et par contre, ce que j'essaye de dire, c'est que, et c'est en pointillé chez Lacan au départ, mais il y a quand même une technicité de l'imaginaire à l'œuvre, de la part du patient comme de l'analyste, qui pour moi offre le maillon un peu manquant de ce couple symbolique et imaginaire. Voilà. Merci de la question et de la longue réponse. Du coup, rapidement sur les émoticônes, parce que ça me fait réagir. Sur ce que tu viens de dire, Sarah, sur les gifs et sur leur monstruosité, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quoique, c'est un phénomène qui est peut-être un peu plus nouveau, enfin qui est plus nouveau que les émoticônes, puisque je viens d'apprendre qu'ils étaient déjà pratiqués au XIXe siècle, chose que je ne savais pas. Donc il faut peut-être attendre encore un peu qu'ils s'installent. Peut-être qu'il y a des pratiques de gifs intéressantes et qui, dans leur monstruosité capturante d'aujourd'hui, moi j'en ai vu déjà 1, 2 ou 3 que je trouvais déjà un peu moins monstrueux que leur forme de base peut sembler leur donner. Par contre, pour ce que tu dis de l'homogénéisation de l'expression des affects à travers les émoticônes, j'ai un peu plus de problèmes parce que je suis un grand défenseur des émoticônes et moi je les aime beaucoup. Et je trouve qu'on peut énormément jouer avec, et je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui peuvent se créer quand on crée une vraie relation avec eux et quand on apprend à discourir avec eux. Enfin, c'est vraiment ma pratique personnelle, mais j'ai l'impression qu'un émoticône bien placé peut dire beaucoup plus que des mots qui des fois n'arrivent pas à aller. Voilà, c'est juste une toute petite remarque, mais je mets un point d'interrogation à ce truc de l'homogénéisation. Oui, certes, peut-être en premier lieu, il y a quelque chose de l'ordre de l'homogénéisation dans la forme, mais après, dans l'usage, dans la relation intérieure qu'on peut créer avec un émoticône, je crois qu'il y a une grande richesse de potentiel en tout cas. Ma question, elle s'adresse en fait à Sean. Mais d'abord, je voudrais relire en fait le propos de Sean et le propos, je crois que c'est Axel qui a fait ce matin sur l'eschaton. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'on peut vraiment relier entre vos deux exposés. Il s'agit de ce travail sur cette remarque, ce que tu cites de Girard, quand tu le cites et quand tu dis qu'il affirme que nous sommes la première société qui cherche ce qu'elle peut détruire de façon absolue. Il nous manque néanmoins la croyance qui pourrait étayer ce savoir. Moi, je vois un lien direct avec ce dont parlait Axel ce matin, avec les Thessaloniques qui, eux, croyaient en la fin des temps, mais ne la savaient pas. Alors que nous, à l'inverse, aujourd'hui, on sait qu'elle peut arriver, qu'elle peut potentiellement arriver, mais par contre, on n'y croit pas. Et justement, je trouve que là, il y a aussi quelque chose de très intéressant peut-être à se développer sur la temporalité que ce genre de situation, une de savoir de la possibilité de la fin des temps et l'autre de croyance en la fin du temps. L'une qui est le temps messianique paulinien et l'autre qui est peut-être que c'est cette temporalité que tu voulais peut-être esquisser dans ton travail ce matin, Axel, cette temporalité thérapeutique. Et donc du coup ma question, Sean, j'imagine que tu as développé plus ça dans ton travail, comme tu as dû le couper, il manquait peut-être un petit peu à ce niveau-là. Je me demande, qu'est-ce que c'est que cette croyance dont non pas le fait qu'on n'y croit pas, mais le fait que tu disais que le départ l'éthique du savoir commence quand on croit en ce que l'on sait. Et je voulais savoir, est-ce que tu peux développer justement sur cette croyance et sur les formes qu'elle peut se donner. Et je voulais relier justement en disant que j'étais content d'entendre Bernard parler du dernier cours au Collège de France de Michel Foucault, parce que j'ai encore, je crois, rien lu de toi qui en parle.
Et comment? Voilà. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que pour moi, il y a quelque chose de fondamental qui se passe dans ce dernier cours au Collège de France que j'ai très peu vu commenter. Et pas seulement sur la parésia, mais surtout sur les différents discours de parésia, et notamment dans la confrontation qu'il fait entre le discours parésiastique chez les cyniques et le discours parésiastique socratique, et notamment dans les 3 derniers dialogues, donc les 3 derniers jours de la vie de Socrate, qui sont les 3 derniers dialogues de Platon, dont il fait l'analyse dans son dernier cours au Collège de France, avec au centre la question du souci de soi et de l'épimélai saoton, et tout un travail d'étymologie avec Dumézil qui se fait. Et de la même manière, je pense qu'il y a une parallèle à faire entre cette croyance dans le savoir que la fin est possible et le fait de prendre la parole dans la parésia. Et ce moment, c'est la même chose. Foucault sait qu'il va mourir au moment où il parle, où il fait ce dernier cours, mais personne d'autre que lui, ou presque, ne le sait. Et voilà, je trouve qu'il y a... Alors, c'est plutôt une espèce de... j'ai pas de propos particuliers, mais c'est plutôt une question un peu large, mais je sais pas si ça t'inspire ce que je viens de dire. Voilà. Ça marche. C'était sur l'éthique du savoir, question sur l'éthique du savoir, et tu voulais que je développe sur la croyance, sur la notion de croyance, c'est ça Si tu veux que je la reformule exactement, c'est non pas. Alors toi, tu souhaites, tu dis que nous souhaitons insister ici sur le fait que le défaut de croyance dont il est question semble constituer un obstacle à l'action. Et moi, à l'inverse, je te demanderais est-ce que dans ton travail, est-ce que tu insistes aussi, ou est-ce qu'il y a un moment où tu parles s'il y a un moment où, qu'est-ce qui se passe quand on y croit justement à ce savoir que la fin est possible? Est-ce qu'il y a un moment où tu parles de ça, quel type de connaissances ça engendre, quel type de discours ça engendre? Ouais, c'est une question super vague. Je ne sais pas si je peux donner une réponse particulièrement pertinente. En fait, c'est exactement la même question que m'a posée Jean-Michel Salanskis quand j'ai soutenu ce papier à Nanterre il y a 2 mois, qui était dans le jury, et il m'a dit exactement ça. C'est ce qu'il a reproché à ce que je dis, c'est-à-dire que après cette déconstruction de la connaissance telle que Platon la présente dans le Théétète, je rends compte de ce que d'autres personnes proposent, c'est-à-dire d'intégrer la notion de méconnaissance à l'intérieur de notre conception du savoir, ce qui ne semble pas être le cas actuellement, en tout cas pas dans les conceptions dominantes du savoir telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, il y a une méconnaissance de la méconnaissance. Quelqu'un me disait ça tout à l'heure dehors, c'est vrai. Il y a même quelqu'un qui a écrit un article qui porte ce titre-là, la méconnaissance de la méconnaissance, qui traite de ce problème d'exclusion de la part obscure de notre savoir. Et après, la question qu'on peut poser, qui est la question que m'avait posée Salanskis aussi, c'était une fois que tu poses cette notion de méconnaissance, quelle est ta conception de la connaissance qui en découle? C'est ça, parce qu'on ne peut pas vraiment rester sur cette notion de méconnaissance. C'est ça rejoint ta question, j'ai l'impression. Et en fait, pour te le dire franchement, j'ai pas travaillé là-dessus. Enfin, je suis pas allé plus loin, j'ai pas approfondi ce côté-là des choses, et je peux pas donner une réponse construite, si ce n'est des propositions un peu vagues. Mais une autre manière de comprendre ta question, c'est donc à quoi ressemble une connaissance lorsqu'on y croit, c'est ça? Qu'est-ce qu'une connaissance avec une croyance, c'est ça? Ouais. Le problème, c'est je crois qu'il faudrait des exemples concrets pour illustrer ça. Quelqu'un me parlait de la COP 21 tout à l'heure dehors en me disant mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a le savoir du GIEC, il est disponible sur Internet très facilement. On a ce savoir, mais pourtant, beaucoup de gens n'y croient pas. Donc, est-ce que la COP 21 va être un succès? Enfin, ça dépend pas que de ça d'ailleurs, ça dépend en grande partie des décisions politiques
Mais ça fait le point avec une question qu'on m'a posée tout à l'heure dehors. C'était ce truc entre connaissance mythique et connaissance rationnelle. Cette distinction que j'ai faite dans mon papier, que Girard ne fait pas. Girard ne distingue pas connaissance mythique et connaissance rationnelle. Il distingue, il essaye de donner sens aux évangiles et à la révélation des évangiles. Quelle est la différence entre la révélation des évangiles par rapport à ce qu'il y a avant? C'est une sorte de prise de conscience du mécanisme victimaire, ce qu'il appelle le mécanisme victimaire, par laquelle une collectivité se ressoude contre une personne. Voilà, ça c'est tout son travail. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de distinguer la connaissance mythique de la connaissance rationnelle. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça portait un peu à confusion, je crois, dans ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, la connaissance mythique, ce que j'entends par connaissance mythique, c'est la connaissance de celui qui ne s'intègre pas qui porte un regard extérieur sur le système qu'il observe. C'est tout, c'est ça le sujet mythique, ou le sujet de la connaissance mythique. C'est quelqu'un qui porte un regard extérieur sur le système qu'il observe. Et ce que j'essayais d'appeler le sujet rationnel, bon, enfin, ça ne veut rien dire, hein, mais c'était juste pour expliciter mon propos. Le sujet rationnel, ça serait au contraire quelqu'un qui porte un regard qui n'est pas extérieur sur le système qu'il observe, mais qui au contraire s'inclut lui-même dans ses propres analyses, qui se fait lui-même objet de science. Voilà. Il y a pas mal de gens qui ont parlé de ça aussi dans les interventions précédentes, les jours précédents. Et voilà, mais ce que je disais aussi, c'est qu'on est tous, à mon avis, on oscille tous entre ces deux pôles-là. On est tous alternativement au quotidien sujet mythique et sujet rationnel. Je pense, on oscille entre ça en permanence. Il ne s'agit pas du tout de dire que... C'est ça la confusion, il ne s'agit pas de dire qu'à un moment donné, on passe d'un sujet mythique à un sujet rationnel. Ça n'aurait aucun sens et ça ne permettrait absolument pas de comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu approfondi. Sinon, je peux te renvoyer à mon papier, qui est la version un peu plus longue, où je développe sans doute pas mal de trucs. Mais voilà. Ouais. Sinon, voilà, tu me poses la même question que Jean-Michel Salanskis, et je n'avais pas pu répondre il y a 2 mois. Je ne peux pas vraiment répondre aujourd'hui, parce que je n'ai pas travaillé sur quelle est la conception du savoir qui découle de la... Et Girard non plus, d'ailleurs, n'a pas travaillé là-dessus. Donc, voilà. Je ne pense pas simplement que ceux qui ne veulent pas... Enfin, je ne pense pas que par rapport à la connaissance que nous avons apportée par le GIEC, ce soit simplement qu'on n'y croit pas. Je pense que c'est de notre nature que ça. Et d'ailleurs, même ceux qui vont dire, comme moi par exemple, il faut prendre très très au sérieux ce que nous disent les gens du GIEC, je veux dire, alors là je pourrais dire j'y crois, mais en même temps je ne veux pas le savoir. Parce que si je voulais le savoir en permanence, je ne pourrais plus vivre tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est d'un ordre encore, d'un autre. Je pense que dans la croyance, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un vouloir savoir. Je veux savoir ce que je sais. Et je l'affirme. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation. C'est d'ailleurs pour ça que Nietzsche parle d'une nouvelle croyance. Parce qu'il faut quelque chose qui procède de cette affirmation que seule la croyance peut donner. Ça, je le dis aussi d'ailleurs pour Christian Fauré et Ulysse Gramophone. Mais par ailleurs, le processus de la dénégation, et plus encore du déni, c'est d'un autre ordre, même si ça procède de la même question. Ça procède de la même question, mais c'est d'un autre ordre. Et c'est une manière de répondre aussi à la question de François. Bon, je pense que ce que Foucault soulève à travers ce séminaire qui est consacré à la parésia et au courage, et pas simplement au courage de la parésia, pas simplement, mais au courage, y compris au courage de mourir dignement, en stoïcien, bon, etc. Puisqu'il meurt, comme tu viens de le dire. Il est en train de mourir quand il fait ce séminaire. Bon. Et à la lâcheté, dont a parlé d'ailleurs
Gaëtan. Il faudrait revenir sur ce passage de Nietzsche, la lâcheté et l'idéal, parce que c'était la question que je posais hier, je crois, à Paolo. Je pense qu'il faut revenir sur la question de l'ascétisme, de l'idéal chez Nietzsche. Nietzsche qui a raison de poser les questions comme ça, mais que nous ne pouvons pas reprendre comme ça. Voilà, il a raison de les poser ainsi, mais nous ne pouvons pas les reprendre ainsi. Nous ne sommes pas en 1882. Voilà. Nous sommes en 2015, malheureusement pour nous. Si malheureusement pour nous, quoique, la guerre de 14, c'est pas très marrant non plus. Mais la question, c'est le courage aussi qui est derrière tout ça. Et là, je pense qu'il y a des questions, et ça reboucle avec aussi l'exposé de Sean et ses questions. Il y a des questions quant à la vérité, à ce que Foucault appelle les régimes de vérité. J'y reviendrai si j'ai le temps demain, après-demain, parce que vous savez, je vais parler de la folie après-demain, un petit peu. Et évidemment, je vais être amené à parler de l'histoire de la folie de Michel Foucault et du conflit extrêmement violent entre Foucault et Derrida sur ce texte qui concerne l'interprétation de Descartes. Voilà. Et j'essaierai de montrer que les questions que posait Sean, plus celles que je lui ai posées, si je puis dire, sont là, dans ces questions. Pourquoi ? J'y reviendrai, mais je le dis en... Il y a quelque chose dont ne parlent pas Foucault et Derrida, si je me souviens bien, c'est les Regulae 15 et 16, les règles pour la direction de l'esprit de Descartes, que Descartes a écrites avant les méditations. Et qui sont en réalité, comme le dit d'ailleurs le préfacier des règles pour la direction de l'esprit, je ne me souviens plus qui c'est, en fait, qui prépare les méditations, qui pose, voilà. Qu'est-ce que dit dans les règles 15 et 16 des méditations ? Qu'est-ce que dit Descartes ? Premièrement, pas d'attention sans rétention, règle 15. S'il n'y a pas de rétention écrite, c'est-à-dire que si je ne peux pas... ça c'est la règle 16. S'il n'y a pas de rétention, il n'y a pas d'attention constituée. Il ne peut pas y avoir. Il n'emploie pas le mot exactement, mais le mot attention, oui, il n'emploie pas exactement le mot rétention, je ne me souviens plus. C'est en latin. Et puis règle 16, si ces rétentions ne sont pas écrites, pas de savoir. Ça c'est quand même incroyable. Parce que dans leur engueulade, Derrida et Foucault ne parlent pas de ça. Ça annonce la caractéristique de Leibniz, etc., etc. Et c'est toute la question de l'analytique, c'est-à-dire du fondement analytique de la vérité. Descartes, c'est avant tout celui qui pose que la vérité, c'est par l'analyse, c'est-à-dire le simple et le discret. C'est un théoricien de la grammatisation, mais qui ne le sait pas. Il ne sait pas que ce dont il parle, c'est de la grammatisation. Lui, il croit qu'il parle de la vérité. Et il donne une définition de la vérité qui est aujourd'hui encore, y compris Foucault et Derrida, la gobe. Parce que quand Foucault dit « mais dans le rêve », et il reprend Descartes, c'est Descartes qui le dit, « dans le rêve, mais oui, je ne mets pas en question les éléments simples, et donc dans le rêve, je ne suis pas complètement fou ». J'ai encore les éléments de la vérité, ils acceptent cette définition de la vérité. Mais est-ce que c'est une définition de la vérité, ça ? Est-ce que c'est satisfaisant comme définition de la vérité ? Si on prend au sérieux ce que dit Heidegger, la vérité c'est aletheia, et aletheia c'est aletheia. Ça a été récusé, bien entendu, par les philologues allemands qui ont dit « mais pas du tout, aletheia, c'est pas un A privatif, etc. » Je m'en fous. Je m'en fous parce que je pense, comme Lacan, que l'inconscient fonctionne avec le signifiant et qu'il y met ce qui l'intéresse. Et que par conséquent, même si étymologiquement parlant, aletheia, ça n'existe pas, du point de vue du signifiant, c'est certain que ça fonctionne comme ça dans l'esprit des Grecs. C'est absolument évident, et surtout pour les poètes, par exemple. Parce que les poètes ne font que ça, de projeter des étymologies fausses. C'est ça la poésie. À partir de là, la vérité, telle qu'elle s'énonce chez les présocratiques, je reviens, c'est ce qui sort du latent. C'est ce que dit Heidegger, traduisant Héraclite. Voilà. Ça sort du latent.
Il est tout proche de Freud, dont il ne parle absolument jamais. Dénégation extraordinaire, dont le camarade Agamben ne parle jamais lui-même. De la dénégation extraordinaire. Je dis ça parce que Agamben, quand même, qui parle tout le temps de Heidegger, on a du mal à comprendre qu'il ne parle pas de ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... Alors, Foucault a parlé de régime de vérité. Rouvroy a repris cette expression. D'ailleurs, Anne Alembert a fait un exposé il y a 1 an et demi ou 1 an sur cette question des régimes de vérité. Nous en avons nous-mêmes fait presque un sujet de colloque, puisque nous avons fait un colloque au Centre Pompidou qui s'appelait « La vérité du numérique », le numérique comme régime de vérité. En réalité, il n'y a pas la vérité. Il y a des couches de véridiction. Et c'est ça qui est très important dans ce que dit Foucault. C'est que Foucault, qui fait un geste qui est, à certains égards, peut être comparé avec Wittgenstein, très 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 différent, bien entendu, ça n'a quasiment rien à voir, par ailleurs, mais qui peut être aussi comparé à Aristote. Quand Aristote dit à Platon, enfin, pas à Platon, mais après Platon, mais il ne faut pas rejeter les sophistes comme ça. Les sophistes, ils font fonctionner des processus qui fonctionnent. Et donc, ça nous pose des questions à nous, en termes de pensée du logos. Et c'est très sérieux, c'est pas... Voilà. Tout ça, ça nécessite de penser la véridiction sur des régimes variés. Et je pense que ça a à voir avec le rapport entendement et raison. Et je reviens à notre discussion de ce matin, que Kant n'est pas capable de penser, pour des tas de raisons. Et je pense que par ailleurs, Foucault lui-même ouvre tout ça, mais qu'il n'arrive pas à l'articuler parce qu'il est mort à 58 ans. Et 58 ans, c'est très jeune pour un philosophe, et qu'il a déjà énormément travaillé, mais il ouvre parce que c'est un type qui ouvre plein de trucs, qui ne referme pas toujours les portes derrière lui. Mais il ouvre, et il n'a pas eu le temps de... Voilà. Et je pense que nous avons hérité de tout cela, non pas en opposant Foucault à Derrida à Heidegger, etc., mais en essayant de réarticuler tout cela. Il y a une notion sur laquelle j'aimerais bien venir, c'est celle de croyance. Parce que quand on parle dans effectivement la généalogie de la morale, Nietzsche parle d'une nouvelle croyance. Mais en gros, l'impression que j'ai, c'est que si on se réfère plutôt à Par-delà le bien et le mal, et en comprenant que la généalogie de la morale a été écrite parce que Par-delà le bien et le mal a été mal compris, dans une époque où la question de la croyance était encore importante, ce que j'entends dans plutôt Par-delà le bien et le mal, c'est de passer à quelque chose où où il s'agirait de lutter en nous-mêmes contre nos croyances, de réussir à arriver à un état, à une forme de mode d'existence où il n'y aurait plus besoin de croyances. Oui, je sais qu'on est fondamentalement pas d'accord, mais pour moi, sur ce point-là, et d'autres variantes, parce que quand je remercie, c'est pas que je vénère. J'ai bien entendu le sens profond de ce que dit Nietzsche quand il fait une boutade à Aristote. L'homme est un animal raisonnable. Nietzsche, l'homme est l'animal qui vénère. Et en gros, si on entend ce qu'il veut dire, c'est qu'il se vénère lui-même en tant que sujet rationnel qui est placé au-dessus de la réalité, au-dessus de la vérité, au-dessus de la vie, pardon. Et donc, quand je dis le cri que j'ai eu par rapport à Paolo et que je ne dis pas que j'ai juste... je vous lis pas, c'est beaucoup mieux ce que j'ai écrit que ce que je peux dire, mais j'avais pas envie de lire. Et ce cri, il était relatif au fait que même ce mot, je m'interdis d'en parler, de ce mot de immanence. Parce qu'on pourrait dire, on va se mettre à y penser. On va penser à l'immanence, on va y penser. Le Y là, le Y, il veut dire quoi? On va réfléchir dessus? Ou on va être dans les courants de vie d'immanence, etc., pour pouvoir penser en l'immanence. Vous voyez et on rejoint le sujet extérieur,
Et donc la question que je pose, c'est est-ce que on peut imaginer un avenir possible où ce mot de croyance nous paraît être quelque chose de très poussiéreux? Mais ça, Gaëtan, c'est exactement la question qui a été posée au XIXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Donc je pense que précisément la question est de dépasser. C'est un sujet poussiéreux, ce que tu dis là. Voilà. Anne, c'est mon point de vue, hein, on n'est pas obligé de le partager du tout, mais je pense que voilà, il faut, pour pouvoir dépoussiérer le temps actuel, il faut dépoussiérer les temps plus anciens. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses sur lesquelles tu fais l'impasse au XXe siècle, sur ces sujets. Et je pense qu'on ne peut pas faire ces impasses. Ça marche? Oui. Oui. En fait, je voulais juste intervenir en même temps que toi parce que j'avais exactement la même question, en fait, et c'était pour éviter de répéter 15 fois la même chose. Mais du coup, je voudrais quand même te la reposer, Sean, juste pour dire pourquoi moi, ça me posait problème, en fait, parce qu'en plus, j'en avais discuté avec François Sebas au cours d'un colloque, et comme aussi ton directeur, c'était sur la catastrophe et tout ça, et l'alerte, et donc en fait, ça fait des liens. Donc en fait, c'était parce que tu disais que, oui, voilà, c'est en fait ce qui me pose question, c'est cette idée de dire que ce qui empêcherait d'agir, ça serait qu'on a un savoir et qu'on ne croit pas en ce savoir. Et en même temps, j'ai l'impression que quand on réintroduit la méconnaissance dans la connaissance, bon, comme tu semblais vouloir un petit peu essayer de le faire, j'ai l'impression qu'on ne peut plus distinguer en fait comme ça entre une connaissance qu'on aurait et la croyance en cette connaissance, en fait, parce que la distinction devient plus vraiment tenable, et que du coup, on ne peut plus vraiment poser le problème en termes de... on n'agit pas parce qu'on a le savoir, mais qu'on ne croit pas dans le savoir. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos critiquent le fait que l'idée selon laquelle on serait passé d'un état d'inconscience à une prise de conscience. En fait, ils disent pas que avant on savait, mais que avant on savait et qu'on n'y croyait pas et que c'est pour ça qu'on n'agissait pas, mais que simplement il y avait des savoirs qui avaient déjà été produits et que qu'il y a eu des moyens. Des moyens de les évacuer et de leur faire perdre toute effectivité, en fait. Et c'est là, j'insiste sur ça parce que je trouve que c'est là où justement où l'histoire qui fonde de l'Anthropocène est très, va dans le sens justement des questions de la prétention tertiaire et de la noopolitique et tout ça, parce qu'en fait ils montrent ils disent ce qui a produit l'Anthropocène, c'est des tactiques et des dispositifs de désinhibition qui ont permis de passer outre au savoir et aux alertes et de défaire les contestations et les alternatives. Et ils disent, il faut, alors je ne connais plus les mots exacts, mais l'idée c'est de se libérer d'imaginaires aliénants et de critiquer les appareils technoscientifiques et qui, une fois rentrés dans des logiques marchandes, on fait taire les critiques et les alternatives. Et c'est pour ça que moi, je trouve que du coup, c'est intéressant de lire ça d'abord, puis ensuite d'entendre des choses comme les critiques d'Antoinette Rouvroy sur la gouvernementalité algorithmique, par exemple, ou ce que disait Anaïs sur la destruction même de la faculté de percevoir et tout ça, parce qu'en fait, tout ça semble... lié. Et du coup, ce que je voulais juste ajouter par rapport à ça sur la question de la... Oui, enfin, toujours sur cette question de comment... pourquoi est-ce qu'on n'agit pas, etc. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que si on regarde aujourd'hui, du coup, si on essaye de faire juste très rapidement ce que décrivent, comment on a comme ça réussi à neutraliser en fait des alertes et des discours, des savoirs qui étaient produits sur les dangers de ce qu'on faisait. Et en fait, ce qui semble un peu problématique, c'est que aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a effectivement ces savoirs-là qui sont produits dans plein de champs différents.
sur le fait qu'il y a un modèle économique qui ne fonctionne pas, etc., qui va à sa perte, et que les gens qui les produisent et tout ça, on voit bien qu'ils croient tout à fait en leur prédiction, quoi. Enfin, il n'y a pas du tout de... Et par ailleurs, on a quand même l'impression que par ailleurs, il y a tout un travail médiatique et tout ça pour évacuer toutes les possibilités d'alternatives possibles et tout ça. Et même, et voilà, et donc c'est là où je pense qu'il faut poser les problèmes en termes de dénégation et tout ça, mais moi j'arrive pas, du coup, bon, c'est pour ça aussi que je pose la question comme ça, mais parce que oui, voilà, dans le fait par exemple de ne pas pouvoir envisager des solutions, sortir par exemple du modèle de l'emploi et tout ça, et ce qu'on peut voir, c'est que là où on a toutes les preuves, entre guillemets, scientifiques qu'un modèle économique ne fonctionne plus, on a aussi, ça me semblait intéressant de voir qu'il y avait aussi des parcs d'attractions pas des parcs d'attractions, mais des espèces bon, je ne sais pas comment appeler ça, mais des parcs d'attractions, en gros, où des enfants viennent et ils doivent, je ne sais plus comment ça s'appelle, peut-être vous connaissez. Oui, voilà, en gros, ils payent, ils apprennent à être... ils doivent choisir un métier, je ne sais pas quoi, sous forme de jeu. Bon, ils doivent emprunter de l'argent, etc. Initiation au néolibéralisme. Voilà, complètement. Et du coup, ça, je trouve ça intéressant d'un point de vue de dénégation, justement, où on va... où le seul avenir, c'est des enfants, donc du coup l'avenir, ils jouent à être vendeurs dans tel ou tel magasin ou à être voilà. Donc sur les questions de la protention et de la possibilité de se projeter et du savoir et de la croyance et tout ça, et bon voilà, c'était simplement pour poser les questions aussi en ces termes-là qui sont différents, quoi, parce que du coup on n'est plus dans des questions épistémologiques, j'ai l'impression, mais bon, peut-être, je sais pas, voilà, pour comment faire coïncider ces deux plans. C'est le mot de Anne, croyance et volonté. Je pense qu'on ne peut pas parler de la croyance sans parler de la volonté. C'est pas du tout et ça, et c'était aussi une question aussi que j'avais par rapport à la question, du rapport entre volonté et action quand on pense en termes de bifurcation, en fait. C'était aussi une question que je me posais. Bon, est-ce que du coup, comment penser le rapport entre volonté et action, voilà, c'est aussi... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et je suis pas... je pense pas du tout que très brièvement, j'ai pas énormément de choses à dire, mais je pense pas que... Je suis pas en train de dire que les problèmes de non-action ou d'inaction s'expliquent uniquement par connaissance sans croyance. Je pense que ce serait pas du tout juste de dire ça. Ce serait totalement... ce serait fragmenté, partiel de dire ça. Je pense que c'est plus complexe. Ça permet juste de saisir, cette idée de connaissance sans croyance permet juste de saisir une des raisons, éventuellement peut-être, pour lesquelles l'action est difficile. Mais comme tu le dis, c'est lié à des choses très complexes. On peut sans doute l'expliquer autrement. Et Bernard Stiegler disait tout à l'heure que la dénégation se différencie de la méconnaissance. Donc voilà, c'est aussi une chose à approfondir. Simplement une question, peut-être plutôt une remarque en fait, une contribution au propos de... C'est bon ? Ouais. Donc une contribution au propos de Anaïs sur cette figure de l'épuisé. Donc j'y reviens, la figure de l'épuisé que tu as mobilisée, qui me semble très très pertinente dans le contexte de cette académie, au sens où dans cette académie, on mobilise aussi l'idée de mélancolie. Et je voulais simplement essayer de faire une remarque sur le rapport entre les deux, en partant de ce que tu as amené à partir de cette figure, qui est une idée de Simondon que je ne connaissais pas, et qui est le fait que l'épuisement peut amener à des possibilités, ou plus précisément, selon la citation de Simondon, à des virtualités. Et si j'arrive à ce point-là, c'est parce que tu as cité Beckett, et qu'il y a un texte de Deleuze
qui est une postface à Quad, qui est un recueil de textes de Beckett, des pièces pour la télévision, qui s'appelle L'Épuisé. J'ai trouvé étrange que tu ne cites pas, mais tu as cité Simondon qui a à peu près la même thèse, sauf que la thèse de Deleuze peut nous être peut-être plus utile. Mais j'ai cité Deleuze. Tu as cité Deleuze, c'est vrai. Alors je voulais simplement essayer de tirer cette ligne-là. Tirer cette ligne-là en mobilisant une distinction qui permettrait peut-être de clarifier la figure de l'épuisé, puisque cette figure est paradoxale au sens où plus on s'épuise, plus on a de chances de produire de nouveaux possibles. Deleuze va jusqu'à dire que l'épuisement permet de faire la différence. Il n'utilise pas le mot différence à ce moment-là parce que c'est un texte à la fin de sa vie, et là il part de l'image. Il dit c'est faire l'image. L'épuisé, c'est celui qui peut faire l'image. Et cet épuisement-là, dont il parle Deleuze, ce n'est pas un épuisement au sens d'un inachèvement ou d'un inaccomplissement. Au contraire, l'épuisement ici, c'est un épuisement total, systématique. Et lui, il oppose le fatigué et l'épuisé. Le fatigué, c'est celui qui ne va pas jusqu'au bout. L'épuisé, lui, va jusqu'au bout. Et donc ici, on aurait cette image qu'on peut tous avoir, qui est il faut toucher le fond, et c'est en touchant le fond qu'on peut remonter. Non, c'est pas ça que veut dire Deleuze, et j'aimerais simplement apporter une distinction qui permettrait peut-être de le comprendre. C'est une distinction que je prends à un auteur qui est encore pas testé, qui est Mehdi Belhachkessem, une distinction qu'il fait très implicitement, mais qu'on peut peut-être développer, qui est la distinction entre l'épuisé et l'exténué. La différence entre les deux, je vais simplement essayer de les tirer, je n'ai pas de thèse, c'est simplement peut-être purement spéculatif, mais je vais la faire à partir d'un ouvrage de Bieswanger qui s'appelle « Mélancolie et manie », c'est un psychiatre qui a eu une correspondance avec Freud. Et dans Mélancolie et manie, la distinction qu'il fait, et qu'ici je mobilise à travers la distinction entre épuisé et exténué, ce serait la suivante, ce serait que l'épuisement est l'épuisement du possible, alors que l'exténuation, c'est l'exténuation de l'impossible, au sens où épuiser le possible permet d'accéder à la virtualité qui est la condition de l'impossibilité, qui est la condition d'accès à la production de ce qui paraissait impossible, ça c'est Deleuze, alors que l'exténuation, c'est une répétition qui dénie l'impossible, c'est-à-dire une répétition qui ne permet pas d'accéder à l'impossibilité, mais qui au contraire n'en finit pas, et en ce sens n'arrive jamais à autre chose que la simple répétition. Il y a donc deux régimes de répétition, la répétition de l'épuisé, qui est une répétition qui amène la différence, et la répétition de l'exténué, qui est une répétition qui ne mène à rien. Et ce que dit Bieswanger, c'est que le maniaque est celui qui est dans cette répétition compulsive qui ne mène à rien. Alors que le mélancolique est celui qui est dans un épuisement, il ne le dit pas comme ça, mais je le mobilise ici comme ça, est celui qui est donc dans une répétition qui l'épuise, mais qui le mène à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Ce serait ce qu'Artaud appelle l'impouvoir, que mobilise aussi Deleuze. L'impouvoir. L'impouvoir, c'est un état où il n'y a plus de possibilités, on est épuisé, mais on n'est pas impuissant. Il y a une puissance de l'impouvoir. Cette puissance de l'impouvoir, c'est la puissance de l'impossible. C'est la création de nouvelles possibilités. Voilà, c'est assez spéculatif, mais c'est simplement une distinction que j'essaye d'amener. Et dernière remarque, peut-être deux références cinématographiques sur cette figure mélancolique. Mélancolia de Lars von Trier, un épuisement qui mène l'héroïne à une possibilité qui est la lucidité, le savoir. Elle sait, elle est la seule à savoir que ça va finir, et c'est pour ça qu'elle meurt en dernier, ou en tout cas qu'elle est digne de mourir en dernier. Et un autre film où ça s'achève aussi totalement, qui est le film de Béla Tarr, Le Cheval de Turin, où il y a aussi un épuisement et une mort dans la dignité. Voilà simplement une remarque qui est peut-être pas assez construite, mais en tout cas qui pourra peut-être donner à réfléchir, et j'aimerais savoir ce que tu pourrais en dire de tout ça. Merci. Je voudrais seulement ajouter une chose à cette considération à propos de l'épuisé de Beckett et de la lecture
qui Deleuze nous donne, que d'ailleurs Sarah hier avait déjà décrit, à la fois comme épuisement qui arrive dans la situation de la gouvernementalité algorithmique, et donc du voyant qui est impuissant face à ce qui arrive, mais qui comme Deleuze dit, dans cet impuissant peut faire l'image, comme tu viens de dire. Et toi, fais bien tu as bien fait à parler des répétitions, c'est de différents régimes de répétition, et donc une répétition qui fait la différence. Et je dis cela parce que en écoutant une deuxième fois ce discours sur l'épuisé de Beckett via Deleuze, je pensais que alors cet épuisé, cette voyante, qui est une sorte d'anomale et qui est totalement épuisé, peut-être qu'alors c'est Florian, c'est celui qui ne voit plus rien, et en ne voyant plus rien, fait l'image. Et fait une image si grande que nous ne parlons que de ça. Mais ne parlons que de cette image que Florian avoue en ne voyant plus rien. Et voilà, donc c'est vraiment, on a touché, je crois, un point de profondeur. Et donc, merci. Je suis vraiment très convaincu que là, on parle de choses vraiment fondamentales. Mais je voudrais dire deux choses à ajouter. On ne peut vraiment vivre ce que dit Deleuze qu'à en douter de ce qu'il dit. Si on ne doute pas fondamentalement de ce qu'il dit, alors on ne vit pas ce qu'il dit. Et on est dans une situation avec ces positions très paradoxales. C'est d'ailleurs très très lié à Blanchot, parce que, comme vous l'avez dit, l'épuisement n'est pas la fatigue, et le grand penseur de la fatigue, c'est Blanchot. Voilà. L'écriture, c'est la fatigue. C'est l'écriture de Blanchot, l'écriture du désastre, ça c'est l'écriture de la fatigue. Bon. Et pas de l'épuiser, même si Blanchot pense évidemment à Beckett. Mais nous ne pouvons recevoir ces énonciations, ces véridictions deleuziennes, que si nous en doutons. Si nous n'en doutons pas, nous ne les recevons pas. Et ça, c'est une structure très, très, très complexe. Et je pense que pour la penser, cette structure, il faut lire le pseudo-Aristote, on ne sait pas très bien, sur la mélancolie. Voilà. Le génie... voilà. Et qui est, j'attire l'attention, bon, je n'en parlerai pas, mais j'avais hésité à en parler, qui était bien un texte donc sur la mélancolie, et sur les beuveries des philosophes, et sur l'alcool, sur l'intoxication volontaire, ce que Sloterdijk appelle l'intoxication volontaire, et tout ce que la noèse doit à l'empoisonnement. C'est absolument incroyable. Sachant que Deleuze a énormément lui-même pratiqué et exploré ces questions à travers des grands écrivains comme au-dessous. Oui, oui, bien sûr, c'est à ça que je... Oui, c'est à ça que je pense. Et donc, il y a toute une pratique pharmacologique, dont, excusez-moi parce que ça m'arrive souvent de radoter, donc je radote un peu, dont j'aime bien rappeler toujours ce que dit Gregory Bateson, c'est-à-dire que quand un alcoolique veut se soigner de l'alcoolisme, à l'association des alcooliques anonymes, qui a soigné George W. Bush, qui lui-même a fini dans la croyance de la justice infinie. Il faut se méfier de la croyance, bien sûr, mais ça ne fait pas de s'en méfier. Bateson rapporte que voilà, quand les alcooliques disent que les alcooliques anonymes, c'est-à-dire qui ne sont plus des alcooliques, disent à celui qui veut se soigner: pourquoi tu viens nous voir? Parce que l'alcool a détruit ma vie. Ah, l'alcool a détruit ta vie? On peut rien pour toi.
Quand tu auras compris ce qu'il t'a apporté de bien, alors tu pourras venir nous voir. Et ça, c'est très 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 important. Ce que le pharmacone, dans son caractère empoisonnant, nous a apporté de bien. Si nous n'arrivons pas à penser ça, nous ne pouvons pas penser ce que nous dit Deleuze, c'est-à-dire douter de ce que nous dit Deleuze aussi. Et Beckett. Et donc, oui, c'était pour dire que du coup, ça pose la question d'une forme de sacrifice. Voilà. Et donc, je voulais savoir voilà, si vous alliez enchaîner sur cette question du sacrifice. Voilà. Mais, qui est une vaste question. Mais j'en profite, comme j'ai le micro, pour poser une petite question à Anaïs. Alors, c'était à la fin de ta première partie, je crois. Tu as dit, il y a deux impensés. Donc Simondon ne pense pas la technique comme un régime fondamental de l'individuation, d'accord ? Enfin d'accord, non, parce qu'il ne pense pas à la technique comme un régime d'individuation, mais ce n'est pas une critique qu'on peut lui faire, parce qu'il ne parle pas d'individuation, il parle d'individualisation. Enfin, mais ce n'est pas ça qui a retenu mon attention, c'est quand tu as dit l'approche simondonienne de la perception est remise en question. Et quelle est l'impensé de sa théorie de la perception ? J'ai pas compris. Voilà, je voulais savoir ce que tu pouvais nous dire de ça. Merci. Le gros problème de Simondon au passage, je travaille énormément sur Simondon, donc c'est pas comme si je mettais tout de côté, mais le problème en n'intégrant pas la technique comme dimension des régimes d'individuation, on ne peut pas penser une pharmacologie. C'est le gros problème de la mécanologie qui ne permet pas cette dimension-là. Il le dit au tout début de l'individuation psychique et collective, et quand il définit les régimes d'individuation, la technique n'apparaît pas. C'est quand même un gros... moi, c'est une grande stupéfaction pour quelqu'un qui a tellement dédié sa pensée philosophique au fonctionnement mécanique et mécanologique. Ça, je ne comprends pas. Enfin, pour moi, je ne le comprends pas. Et c'est un impensé. Je ne dis pas qu'il ne pense pas la technique en lien avec l'individualisation. Il n'en fait pas un régime. Et on ne peut pas maintenant ne pas le questionner, cette impasse qu'il fait. La deuxième chose que je disais par rapport à la perception, c'est qu'il prend comme a priori que le sujet fait partie du milieu dans lequel il coévolue. Quand les algorithmes opèrent dans un milieu, comme dirait Boris Groys, submédial, comment est-ce que nous, en tant que sujet ou en tant qu'être au monde, on questionne ça? C'est-à-dire que si Antoinette Rouvroy était simondonienne, après Deleuze, Foucault, elle critiquerait cet aspect-là de Simondon, qui n'a pas pensé le digital. Simondon, pour qu'on puisse rendre la pensée de Simondon importante, et là il faut qu'on lise Yuc, il y a un travail conceptuel énorme et très rigoureux, parce que ça ne s'applique pas d'emblée. La pensée de Simondon est une pensée analogique, au terme très fort, alagmatique, mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du perceptif. Pour que ce perceptif soit un acte néganthropique, pour que le noétique en acte puisse encore cultiver la perception comme acte néganthropique, il y a à questionner cette définition a priori qui veut que le sujet fasse partie du milieu dans lequel il coévolue, en relation avec cette
technique qui ne fait pas partie des régimes d'individuation, pour moi, c'est un problème. Donc, ça fait des années que je présente à l'Académie d'été sur Simondon. Ça a toujours été un grand levier pour moi, pour la pensée de Bernard. Il y en a d'autres, c'est Deleuze, il y en a d'autres, c'est Nietzsche. Mais là, je me retrouve coincée. Voilà. Du coup, la question que ça pose, c'est celle, finalement, de la perception artificielle. Et je ne pense pas qu'il y ait de... La perception est toujours liée à une technicité. Elle s'ancre toujours dans un réseau. La médiation est réseau de technicité. Il n'y a pas qu'elle soit... L'artifice ne m'intéresse pas, finalement. Le côté... C'est pour ça que quand j'ai parlé de Lacan, la machine, ce n'est pas l'artifice. Alors, s'il y a perception avec support que l'on nomme artificiel, mais c'est toujours le cas. C'est pour ça que le parallaxe est si intéressant. La vision parallaxique, c'est ça. On est constamment en train de faire des choix qui sont ancrés organiquement dans une technicité du regard. Voilà. Bon, je ne sais pas, on peut continuer à discuter de ça. Par rapport à la suggestion de la mélancolie, bon, je ne vais pas parler de mélancolia. J'ai quand même des problèmes avec l'allégorie de la mélancolie telle qu'il la propose. Moi, j'ai des gros problèmes d'ailleurs. Le seul moment fascinant que je trouve de ce film, c'est la toute fin, quand on cache à l'enfant, quand on construit l'histoire pour y croire, même si c'est pour la fin. Donc ça, mais pour moi, c'est pas la mélancolie. Hein. Enfin, la mélancolie. Ouais, je sais pas. Ben, celui qui croit, c'est l'enfant à ce moment-là. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est le seul moment d'intéressant pour moi dans Mélancolia. Par contre, Bellatar, oui, l'enjeu, c'est comme tu le disais, c'est la perte d'une dignité. Et c'est pour ça que Deleuze, la philosophie des entrailles de Deleuze, c'est cette mission de ne pas être indigne de ce qui nous arrive, comme nous l'écrivons sur le site Nootechnique. Mais ce qui m'intéressait par rapport à la figure de l'épuisé dans l'Anthropocène, dans ce contexte qu'on essaye d'interroger, c'est... Bon, juste une minute, mais Deleuze, ce qu'il dit de Quad, c'est quand même très court. Ça va très vite à ce que Deleuze veut dire de Quad. Et c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé lire plus. Et il y a plein de moments où ça ressurgit dans son dispositif conceptuel. Le théâtre de Beckett hante complètement le travail de Deleuze. Mais par rapport à quoi, ce qui m'intéressait, c'était cet espace inaffectable dont il parle. Et je crois que c'est ça le problème de l'Anthropocène, c'est cet espace inaffectable dans lequel ni la relation à l'autre, ni la médiation comme fondement pharmacologique de l'individuation n'est reconnue. C'est pour ça que ça m'intéresse, les émoticônes. J'adore les émoticônes, j'ai pas de problème contre les émoticônes. Mon problème, c'est quand on court-circuite l'affect. Parce que maintenant, les émoticônes, si on veut avoir le nouveau émoticône, on le paye. Donc si on compose avec les émoticônes, si on développe sa propre genèse significative, mais je n'ai pas de souci. Le problème, c'est quand la prothèse émotionnelle
s'affirme comme affect quand on ne voit plus le mécanisme. Donc voilà. Après, oui, l'impouvoir et l'impossible, c'est très bien suggéré. Et merci de me proposer de lire Mélancolie et Manie. Je ne connaissais pas. Donc merci de vos questions, suggestions. Voilà. J'ai deux remarques à ajouter. La première remarque est sur Simondon. Parce que Simondon, il avait déjà écrit tout ce qu'on veut savoir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être ici. Du coup, on a besoin d'une lecture de Simondon qui nous permet de penser avec Simondon et aussi de pousser plus loin la pensée de Simondon. Alors, je pense que tu as raison de dire que Simondon, il n'a pas pensé de la dimension technique dans l'individuation. On peut dire ça, mais en même temps, ce n'est pas très juste. Je pense que Simondon, il a quand même laissé quelques pointes ou quelques traces avec lesquelles on peut penser de la dimension technique dans l'individuation. Il y a quelques moments, je vais te donner quelques exemples, et peut-être ça peut nous permettre à penser plus loin. Premièrement, c'est la question de la relation transindividuelle que Simondon a parlé, c'est-à-dire que les objets techniques, ils portent en eux les relations transindividuelles. Mais Simondon, quand il parle des relations transindividuelles, il est quand même bloqué à certains points. Parce que ce qui est important dans l'individuation de Simondon est la question de l'intensité. 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 Et Simondon, selon moi, il ne peut pas passer des relations à l'intensité. Pas relation en général, mais relation transindividuelle portée par les objets techniques. Du coup, il faut communiquer ces deux réalités. C'est-à-dire la réalité technique et aussi la réalité qui par rapport à l'intensité dans l'individuation. Et là, on peut trouver dans l'article dont Bernard a parlé hier, c'est-à-dire l'article de Simondon sur la cybernétique, sur l'amplification. Là, Simondon a un problème parce que c'est pas vraiment un problème, mais je pense que c'est normal pour les épidémiologues à ce temps-là, c'est-à-dire Simondon il pense que l'organisation biologique est plus avancée que l'organisation technique, parce que dans cet article-là, Simondon il a dit, il a un classement de 3 amplifications. Premièrement, l'amplification transductrice. C'est quoi le deuxième? Moductrice. Et troisièmement, l'amplification organisante. Organisante, c'est la question de la perception. Parce qu'il a dit que il y a une asymétrie entre les images rétiniennes, et donc on a besoin d'une organisation qui peut résoudre les tensions des deux images. Du coup, je pense que ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, est de lier ces deux réalités que Simondon il a déjà décrit. Et c'est pour ça que tu as mentionné que la question de l'alagmatique de Simondon, ce n'est pas une relation analogique, mais alagmatique. C'est-à-dire de mettre ensemble de réalités pour qu'on puisse avancer à un tiers, par exemple. La deuxième remarque, c'est sur la question de la protension tertielle.
parce que j'ai essayé de développer ce concept dans ma thèse quand j'ai travaillé avec Bernard il y a quelques années. Si on veut parler de la protension tertiale, il faut aussi parler de l'anticipation. Parce que c'est l'anticipation de la mort, chez Heidegger, c'est l'origine de la mélancolie. Et l'anticipation, la relation entre l'anticipation et la protension tertiale est que est aussi liée à la question de la raison. Et je pense, parce que ce matin, on a, oui, elle a posé la question de la raison par rapport à Heidegger et Immanuel Kant. Et en fait, la traduction de principe de raison de Heidegger, ça vient en allemand Satz von Grund. En fait, c'est le Grund, c'est le fondement, c'est pas Vernunft qui est la raison pour Heidegger. Et ce que je voulais dire par là est que l'anticipation est un processus infini qui a besoin d'être arrêté par quelque chose. Et pourquoi c'est la raison? Ben, c'est ma lecture de la troisième critique. Et maintenant, cette raison qui est on peut trouver une autre raison qui est dans la protension tertiale, c'est-à-dire la protension tertiale qui arrête ou qui met un fin à l'anticipation. Et j'ai pas très bien formulé. Du coup, ce que je veux dire, qu'il faut, si on veut parler de la protension tertiale par rapport à l'imagination, à l'anticipation, il y a une dynamique très compliquée et il faut analyser d'une manière plus précise. Je peux répondre? Oui. Merci Youk. Oui, alors par rapport à l'intensité, c'est ce qu'il justement il nous dit quand il engage avec l'information. Ce n'est pas une question de qualité, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'intensité. Et c'est ça qui m'intéressait dans cette accroche par rapport à la perception, c'est cette attraction ou cette recherche d'intensité. Peut-être que j'étais assez vite, mais je pense que l'objet technique comme vecteur d'un lien. Je ne sais pas si c'est assez maintenant qu'on est si dépossédé des savoirs de fonctionnement des objets techniques. C'est-à-dire que la capacité même à pouvoir savoir qui fait ce lien si fort, ce lien direct au transindividuel chez Simondon, ça mériterait d'être questionné du point de vue d'une réalité qui est celle qu'on est entouré d'objets qu'on utilise, mais dont on ne pratique pas les fonctions.
Donc c'est ça qui m'intéresse dans ce qu'il propose, c'est qu'on est quand même une sorte de paradis perdu de la mécanologie à l'ère du digital. Donc voilà. Après, je suis d'accord avec toi par rapport à la fonction organisatrice, l'amplification organisatrice, et la perception est centrale. Ce qui est intéressant pour moi dans cette proposition-là, c'est quand il définit les cycles d'images. Et là, on retourne sur la question de l'anticipation. L'anticipation est première. C'est intéressant que dans le cycle des images chez Simondon, l'anticipation est un a priori pour l'invention. Comment ? Non, si tu ouvres le livre Imagination et invention, le cycle de l'image, il est résumé dans le premier paragraphe du cours. Et ce qui est premier, c'est pas l'anticipation. L'anticipation, c'est ce qui vient après. C'est ce qui vient après l'expérience. C'est une projection, il dit. Non, je pense pas que ça fonctionne comme ça. Vraiment pas. On regardera le texte. Comment ? Je dis on regardera le texte, si oui, tu l'as. Volontiers. Sans animosité, bien sûr. Comment ? Je dis sans animosité, bien sûr. Oui, non, mais j'essaye d'expliquer ce qui m'intéresse, moi, quand je parle d'imaginaire et justement pas d'imagination, c'est que je crois très peu maintenant à l'imagination. L'imaginaire, dans le cycle de l'image chez Simondon, c'est le stade terminal. L'imaginaire, c'est la concrétisation sous forme de symboles matériels du processus. Et le cycle recommence au moment où, disons, un individu, un être humain, en fait, se réapproprie en fait ce fond symbolique extériorisé et va le réinjecter dans une nouvelle dynamique. Et là, c'est la fermeture du cycle, c'est le recommencement d'un cycle, etc. Et ce processus, il est indéfini. C'est pas comme ça que je le lis, non. D'accord. Non, oui, pour moi, ce cycle que tu décris, voilà, sinon, enfin bon, je ne parle pas à Simondon, là, je te parle à toi, hein, quand même. C'est une interprétation, je veux dire. Ou en ce moment-là, on n'a pas lu le même livre. Mais on n'a sûrement pas dû lire le même livre. Voilà, on ne lit jamais le même livre. Nous revenons toujours au même sujet. Depuis à peu près 1 heure, là, nous voyons revenir les sujets qui sont sortis pour la première fois il y a 5 ans. Et c'est bien, hein, je m'en plains absolument pas. Tant mieux. J'appelle ça des spirales. Et bon. Tania parlait de spirale aussi hier. Voilà. Tant mieux. Ce qui revient toujours, c'est Simondon. Et cette discussion autour de Simondon, l'imagination, c'est pas la première fois du tout. Hein. Alors je vais y revenir. J'ai commencé par Kant et ce que disait Jung. Voilà. Ce qui me permettra de poursuivre la question de entendement, raison, imagination, intuition. Oui, tu as raison, Jung. Le principe de raison, c'est le principe de fondement. Mais le Grund, le fondement, est ici ce qui constitue la raison, comme Vernunft, et comme, en tant que la raison comme Vernunft est transcendantale. Le principe de raison, c'est ce qui constitue le caractère absolument imparable de la nécessité du transcendantal. Évidemment, chez Heidegger, va montrer que tout ça, c'est de la mathésis universaliste, donc en fait, ça détruit le transcendantal. Bon. Là, je laisse ça de côté. Parce que, par ailleurs, pour Heidegger, le principe de raison, c'est le principe qui conduit au Gestell, c'est le principe,
c'est l'accomplissement de la mathésis universalis comme concrétisation de la métaphysique, c'est-à-dire de l'être comme technologie. C'est ça que d'ailleurs Vézin et tous ces crétins dont je parlais tout à l'heure ne comprennent absolument pas, dont ils ne disent jamais un mot. Voilà. Ce qui est honteux, parce que c'est une escroquerie. Ils trompent sur la marchandise. Bon, ils sont profs par ailleurs. Quoi qu'il en soit, le Grund, c'est ce qui constitue la raison en tant que transcendantale, non pas comme pouvoir de donner des règles, ça c'est le pouvoir de l'entendement. Et moi j'ai essayé de montrer que le pouvoir de donner des règles de l'entendement, c'est que l'entendement les reçoit de la discrétisation analytique qui se produit dans son dos, comme disait l'autre, comme disait Hegel, dans le dos d'une conscience, mais qui n'est pas la conscience là en l'occurrence, mais dans le dos, disons, de l'opération de l'entendement. Par contre, donc, la raison ne donne pas des règles, et elle n'a pas un pouvoir, la raison, elle a un savoir. L'entendement, c'est un pouvoir, c'est le pouvoir de donner des règles au chaos des datas, de l'intuition et tout ça, et donc à un moment donné, organiser ce bordel de la perception, dont nous reparle Simondon, en y projetant, disons, un ordre, voilà, on va appeler ça l'ordre de l'entendement. Ce que la raison apporte, elle, ce sont des idées régulatrices. Et donc ce qu'elle apporte, ce n'est pas un pouvoir, c'est un savoir. Le savoir n'est pas du côté de l'entendement, il est du côté de la raison. Et c'est en tant qu'elle est tout ça qu'elle est transcendantale. Parce que ces idées sont transcendantales. Chez Kant, ce sont des idées transcendantales, c'est extrêmement clair, il les rapporte à Platon, il cite Platon, etc., etc. Les idées régulatrices revendiquent complètement Platon. Je pense que tout cela, pour bien comprendre ce qui est en jeu, il faut revenir à la première édition de la critique de la raison pure, au moment où il est question de l'imagination transcendantale. Parce que tout ça est rendu possible par l'imagination transcendantale, qui disparaîtra donc, comme on le sait, dans la deuxième édition. Et dans l'imagination transcendantale, la troisième synthèse, c'est la synthèse de recognition qui organise l'anticipation de ce qu'il appelle la perception transcendantale, c'est-à-dire de la cohérence entre le cosmos et le sujet. C'est-à-dire que le sujet ne peut anticiper qu'une cohérence logique qui est aussi celle du cosmos. Ça ne peut pas être autrement. C'est ça la raison. Et c'est ça le principe de raison. Non pas chez Leibniz, là, mais chez Kant. Voilà. Et ce que j'essaye de dire, moi, c'est que, eh bien ça, génial, je trouve ça absolument génial. Je pense que les post-structuralistes ont effacé toutes ces questions et qu'ils ont eu largement tort. Deleuze a fait un truc sur la théorie des facultés mais je ne l'ai pas relu depuis que je l'ai lu. C'est-à-dire que je l'ai lu il y a 35 ans, je crois. Donc je ne sais plus du tout ce qu'il dit. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'il soulève ces questions-là. Je ne crois pas. Alors comme ça me mène à Simondon. Premièrement, bien sûr, Hugh, tu as tout à fait raison. Simondon, mais ça, je pense qu'Anaïs ne dit absolument pas le contraire. Simondon pose que le transindividuel est constitué par la techné en tant que support. Et que c'est la condition de la transindividuation, la techné. Ça, c'est absolument évident. D'une certaine manière, le premier qui parle de la techné comme condition de l'individuation, c'est Simondon, bien entendu. Mais en même temps, il y a une contradiction. Vous avez dit, Fabien, ouais, mais il parle d'individualisation. Non, il ne parle pas que d'individualisation, il parle d'individu. Quand il dit que la technique, et la machine en particulier, peut se substituer à l'individu technique qu'était l'ouvrier et que devient la technique, ça veut dire que la technique est un individu. Or, comme il nous a expliqué dans la thèse principale qu'un individu n'est pas possible sans un processus d'individuation, il y a un problème. Vous comprenez ? Il y a un problème interne. Il y a une incohérence interne chez Simondon, qu'on retrouve d'ailleurs dans plein de textes de Simondon. Parce que cette incohérence qui est native, elle est de 1958, elle va faire des petits partout. À chaque fois qu'il y a une incohérence dans un raisonnement, ça prolifère, comme ces punaises qui vous bouffent le sang, voilà, et qui ne font pas de rhizome, mais des taches.
Alors, des tâches de Rorschach. Alors, l'enjeu de tout cela, qui, à mon avis, n'est pas clair, et sur Kant non plus. Simondon n'est pas clair non plus sur Kant. Parce qu'en fait, il se met du côté de Kant. Les schèmes de l'entendement ne peuvent pas être produits par la rétention tertiaire, par la technique. C'est ça qui, fondamentalement, il se met de ce côté-là. Mais pas du tout. Son sujet, c'est pas Kant, c'est la biologie et la cybernétique. On ne me fera jamais croire que la cybernétique va absorber la biologie. Et il a raison, moi je suis d'accord avec lui. Sauf qu'il se prend dedans. C'est-à-dire qu'il se prend dans ce concept merdique d'information qu'on trouve dans la cybernétique et qui n'en sort plus de ce concept merdique d'information. Et que du coup, il y a quelque chose qu'il ne voit pas, c'est la question de la négantropie. Et la question de la négantropie telle qu'elle n'est pas soluble dans l'information. C'est pour ça que je vous présente des poèmes. Un poème, c'est pas de l'information, ça ne sera jamais de l'information. Un poème, c'est inépuisable. Voilà, au sens de l'épuiser. Et c'est pour ça que la question de l'art est absolument incontournable. Et c'est pour ça aussi qu'en effet, Imagination et Invention, c'est un très très grand texte, mais ce n'est pas un livre, c'est un cours. Et donc c'est un cours qui, pédagogiquement, très modestement, s'adresse à des étudiants qui sont d'ailleurs pas nombreux, parce que Simondon n'avait pas beaucoup d'étudiants. On le considérait comme complètement dingo. Donc il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Et il fait un cours, voilà, il est prudent. D'abord, il ne met pas de Simondon dans son cours. Il n'y a pas de Simondon dans Imagination et Invention. Il y a une façon dont Simondon lit la littérature, la psychologie de la perception, etc., et l'éthologie et tout ça. Mais il n'y a pas de Simondon, pas de transindividuel, pas d'individuation, il n'y a que dalle. Il n'y a rien de Simondon. Ce n'est pas un texte simondonien, c'est un cours. Et dans ce cours, il dit tout commence par, disons, la boucle sensorimotrice, quoi. Tout commence avec von Uexküll. Mais quand il dit ça, il n'est pas en train de dire que chez nous, ça commence par là. Pas du tout. Nous ne commençons pas par ça. Nous arrivons toujours trop tard. De toute façon, nous n'avons jamais commencé. Nous ne commençons pas. C'est ça le problème. C'est ce que dit Blanchot. Toujours trop tard. Rien, il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. C'est aussi ce que dit Beckett, c'est aussi ce que dit Rimbaud, ce que dit Nietzsche, bien sûr, etc. C'est Dionysos, c'est tout ça. Donc, et là, il a un problème, Simondon, par ailleurs, parce qu'en effet, il y a un problème avec la perception. Il y a quelque chose qui n'arrivait pas à articuler clairement entre perception et technicité. Et je pense que c'est une vraie difficulté. Et dans le cours sur la perception, comme dans le cours sur l'imagination et l'invention, il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Alors, d'un côté, ça tient à son scrupule de professeur, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire du Simondon, je suis là pour enseigner l'état de la science, d'accord, et c'est très bien. Mais d'un autre côté, ça l'arrange bien, à mon avis, parce qu'il a un problème de fond. Voilà. Il a un problème de fond, c'est comment je passe de l'âme sensitive à l'âme noétique, qui est un vieux problème, et comme vous le savez, Simondon, c'est d'abord un lecteur d'Aristote. Simondon, c'est de l'Aristote transformé en Simondon. Hein. Le processus d'individuation, c'est une lecture du traité de l'âme, mais qui a complètement bouleversé voilà, disons, tout ce qui vient du platonisme, qui reste chez Aristote, de platonicien plutôt. Voilà, donc je pense que je plaide pour ce que dit Anaïs. Je pense qu'elle a raison, et que du coup, ça pose le problème qu'elle a dit aussi, c'est que du coup, Simondon ne pose pas vraiment le problème du pharmacone. Bien sûr que il y a la surdétermination qu'il critique et tout cela, bien sûr. Mais ce n'est pas le problème du pharmacone, ça. Donc il ne pose pas le problème à l'intérieur même de l'artefact comme étant un problème constitutif de l'individuation, et pas simplement de l'individuation psychique, mais de notre individuation. Je voudrais ajouter une chose, un commentaire à propos de Deleuze et les tentatives de penser l'imagination transcendantale à partir de Kant, mais en la renversant, si on peut le dire. Il y a un texte qui en italien il s'appelle
la passion de l'imagination. Ce sont des leçons, c'est un cours de Deleuze, c'est quelques leçons de Deleuze. Mais ce que je voudrais dire, c'est que entre ce qui se passe dans ces textes, dans lesquels c'est une critique de la troisième critique de Kant, et ce qui se passe dans différentes répétitions, c'est que pour Deleuze, en partant de la troisième critique de Kant, on peut voir pas une correspondance entre le cosmos et l'homme comme principe de la raison, mais une non-correspondance entre l'homme et entre le cosmos et l'homme, et cette non-correspondance, c'est le dispositif qui permet le commencement de la pensée et donc aussi de l'imagination. Et dans différentes répétitions, Deleuze appelle ce mécanisme, ce dispositif, qui est tout à fait la déconstruction de l'image de la pensée, comme Deleuze l'appelle, une misosophie. Il dit tout n'est pas d'une philosophie, mais d'une misosophie, pour souligner la violence du signe, etc. Or, j'ai dit cette chose parce que, Bernard, vous avez parlé de A transcendantal pour les distinguer aussi de l'empirico-transcendantal, et donc pour répondre à la question de Gérald. Et je crois que si vous soulignez plusieurs fois cette différence entre le post-structuralisme et en particulier entre la transcendantale et l'empirisme transcendantal de Deleuze, et si nous pensons à l'image de la pensée comme un certain philène de la philosophie, comme Deleuze a dit, et alors nous posons avec Deleuze la misosophie comme empirisme transcendantal, comme violence du signe, qui pourtant ne pense pas la dimension technique de la matière inorganique organisée, comme vous le disiez. Donc, si nous suivons cette perspective, cette trajectoire transcendantale, on arrive, je crois, à quelque chose qu'on peut nommer hétérosophie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus il n'y a non plus un sujet larval comme ceux de Deleuze, mais toute la pensée semble pousser au dehors, vers l'hétéron, que ce n'est pas l'hétéron de Lévinas, mais c'est l'hétéron que c'est inorganique. Et donc on arrive à cette possibilité, je crois. Je crois que, je te donne la parole tout de suite, Alexandre. Je crois que Pietro Montani, en s'intéressant à la question du schématisme, depuis la troisième critique, et non pas depuis la troisième synthèse, tourne autour de questions comme ça, il me semble. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Moi, je reviendrai à la polémique autour de Simondon et de ses lacunes. Il y a quelque chose qui me dérange profondément chez Simondon dans sa réinterprétation de l'information, parce qu'il voit chez la théorie de l'information classique de Shannon, de Weaver, quelque chose par exemple, chez Shannon, plus il y a de l'information, par exemple, le bruit, le chaos contient plus d'informations que l'ordre, le signal. Et pour lui, ça le dérange profondément. Il dit non, c'est pas ça l'information. L'information, c'est ce qui est organisé. Oui, bon, c'est intéressant. Mais après, la façon qu'il pense cette organisation-là, c'est fâcheusement par le cristal, l'idée de la cristallisation. Et
Et justement, le cristal, c'est encore là, c'est c'est pas la vie, ça, c'est la mort. Hein, c'est le cristal, c'est justement la propriété d'un système qui tombe dans qui finalement adopte son état de base le plus thermodynamiquement moins coûteux, donc il se plie aux critères de l'espace. En tout cas, donc c'est pas très intéressant. Et justement, il y avait l'option là à ce moment-là de comprendre, de voir quelque chose qui était entre les deux, de comprendre la vie comme une métastabilité entre ces deux extrêmes-là, entre le bruit total et l'ordre pur. Parce que l'ordre pur du cristal, c'est pas ça la vie. Justement, ce qui est plus intéressant, c'est l'idée qui est sortie dans les années 80-90 dans la théorie de la complexité, autour de cette frontière du chaos, l'idée que la complexité, pas l'ordre comme tel, c'est pas l'ordre qu'on veut comprendre, c'est la complexité. Et la complexité, c'est un compromis entre l'ordre et le désordre. Et c'est ça qu'il n'a pas vraiment compris. Simondon n'a pas vraiment compris que c'est là qu'il faut chercher. Oui, l'information, le bruit contient plus d'informations que l'ordonnée, mais ce qu'il faut rechercher, c'est un compromis entre les deux, en tout cas. Oui, mais ça nous rapporte à la question des tendances. Et je ne sais plus qui avait posé la question des tendances hier, et de penser en termes de tendances ces questions d'entropie et de négantropie, et pas simplement en termes, disons, je ne sais pas comment dire d'ailleurs, d'attracteurs, simplement. Les tendances, c'est beaucoup plus incarné que les attracteurs. Voilà, les attracteurs, c'est très mécanique. Bon. Moi, je voulais dire une chose à partir de ce qu'a dit Anaïs. Juste avant, je vais ajouter une chose que je voulais te répondre, François, et j'avais oublié. C'est que dans ce texte, dans ce séminaire de Foucault, il est question d'interpréter les derniers mots de Socrate. Va tuer pour moi un coq, il traduit d'ailleurs Esculape. Ce qui m'étonne de la part de Foucault, qui est un helléniste, il se fait avoir quand même un petit peu par Dumézil. Bon, c'est pas Esculape, c'est Asclépios. Et Asclépios, qui est Asclépios? Je dis il se fait avoir parce que, qui c'est Asclépios? C'est le dieu du poison. Et donc ce que dit Foucault, c'est, voilà, avant de mourir, on va remercier la philosophie pour tous les soins qu'elle nous a apportés. Je ne crois pas du tout une seconde que Socrate pense ça. Je pense que Socrate rend hommage au dieu du pharmacone. Voilà. Non, c'est pas ce qu'il dit. Justement pas. Non, justement pas. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il n'y a pas de pharmacone dans cette problématique. Hein? Non, il ne dit pas ça du tout. Moi, je suis allé au temple d'Asclépios, je suis allé le voir, je l'ai consulté, j'ai vécu avec les serpents et tout ça, parce que bon, c'était un hôpital. C'était le plus grand hôpital de l'Antiquité, qui se trouve, comment ça s'appelle? Non, c'est pas Olympie, c'est à côté du Grand Théâtre, là, d'Épidore. Je dis des bêtises, mais j'ai pas vu les serpents parce que l'hôpital a fermé depuis un certain temps. Mais par contre, j'ai vu les bâtiments où il y avait. C'est extrêmement important, la pratique du serpent. C'est pas pour rien que le truc des toubibs là sur leur pare-brise, c'est un serpent. Pas pour rien. Hein. Asclépios, c'est celui qui a eu le toupet de vouloir rendre les hommes immortels. Qui a été foudroyé. Enfin bon, c'est énorme la mythologie qui entoure Asclépios. Il y a un refoulement de la figure d'Asclépios qui est absolument incroyable. Asclépios qui n'est ni un dieu, ni un mortel. Il est quand même, c'est un type qui est c'est une figure qui c'est ni simplement un héros, c'est très 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 compliqué. Il est devenu immortel, puis redevenu mortel. Bon. Foudroyé par Zeus. Enfin bon, je pense que c'est le grand refoulé. Le déni, Asclépios.
à commencer par Heidegger, mais aussi par Foucault. Dans cela, il y a quelque chose de fantastique dans ce séminaire, mais il y a quelque chose qui me gêne fondamentalement. Voilà, je voulais te ajouter ça, mais j'y reviendrai. Parce que pourquoi je parle de ça, c'est pas simplement pour sortir mon petite obsession, mon petit pharmacone, et hop, je vais leur fourguer mon petit pharmacone encore une fois. Non, c'est pas ça. C'est parce que derrière ça, il y a tout ce que génialement Foucault dit du soin de soi, du souci de soi, des techniques de soi, etc., l'herméneutique de soi. Donc il y a toutes les questions qui se posent à nous dans la mélancolie. Parce que la mélancolie, il en connaît un rayon, Foucault. Bon. Donc voilà. Là-dedans, après-demain, décidément, je parlerai d'un truc que j'appelle la disruption, qui reprendra le thème du double redoublement épocal, et j'essaierai de montrer que la disruption, c'est ce qui rend impossible le double redoublement épocal. Tout à l'heure, quand je regardais Thierry Kunsel, que tu nous faisais voir, il y a quelque chose qui m'est apparu finalement, qui est une évidence d'ailleurs, mais que finalement qui m'est apparu clairement comme ça, que là, c'est que les artistes, en particulier les artistes depuis le 19e siècle, c'est-à-dire depuis le début de l'Anthropocène, ils produisent, comme les poissons pondent des alevins, là, 10 000 alevins, puis il y en a plein qui crèvent, bon, ils produisent des possibilités rhizomatiques vers le deuxième temps du redoublement épocal. Mais ils le produisent artistiquement. Donc ils se contrefoutent de la métastabilisation. Ce n'est pas du tout leur problème, la métastabilisation. Eux, c'est la prolifération qui les intéresse. Donc Kunsel, par exemple, il explore là les possibilités du morphing et de tout ça de manière absolument fantastique. Seuls les artistes peuvent produire ça. Jamais un philosophe produira un truc comme ça. Et un philosophe ne peut pas être un artiste. Ça, c'est un problème avec Nietzsche. C'est pas possible. Voilà. Pour cette raison-là. Mais, ayant dit cela, qui est Beckett par rapport à ça ? Beckett est celui qui fait proliférer l'impossibilité de la prolifération. C'est-à-dire qu'il fait que, voilà. Et moi, j'ai été très, très étonné un jour. J'ai été quelqu'un, je ne vais pas vous donner son nom parce que je n'ai pas envie d'avoir des ennuis. Et comme tout ça est enregistré et mis en ligne. Bon. Mais quelqu'un, un jour, de très puissant, est venu me voir en me disant, j'étais au Centre Pompidou à l'époque, « Ah, il y a une expo Beckett, c'est génial, vraiment. » Et je me dis, comment ce mec-là peut trouver Beckett génial ? C'est pas possible. Et voilà. Et je pense que Beckett nous met face à ça. Il y a une moiteur du temps qui est l'enjeu même de son œuvre, qui est impossible. Voilà. Et l'épuisement est là. Voilà. L'épuisement, la dépression. Et je pense que ça a à voir avec la non-possibilité du double redoublement épocal. Je pense que Beckett est quelqu'un qui, je ne dis pas du tout qu'il veut dire des choses pareilles, bien entendu, mais qui est une espèce d'affirmation, voilà, là-dedans, de ça. Oh, ouais, c'est bon. C'est pas long de toute manière. Je voulais juste revenir, parce que en fait, tout à l'heure, j'ai oublié de dire un truc quand je t'ai posé ma question, Shannon. J'ai oublié de te dire l'idée qui m'a fait amener à cette question. En fait, je me demandais, moi, mais en fait, j'y crois à cette affirmation que... parce que j'y crois à cette affirmation qu'il y a une possibilité de la fin du monde. Enfin, je le sais. Je veux pas être d'une part, je le sais, parce que je veux pas être dans le déni, donc j'accepte ce savoir-là. Non, pardon, j'ai trompé mon raisonnement. Je voulais dire, il y a ce savoir-là. Je le crois parce que je veux pas être dans le déni, donc je crois que ça existe, mais je ne veux pas. Enfin, toi t'as dit je ne veux pas le croire, mais moi je dis que même. Toi t'as dit je veux pas le savoir, et moi je dirais même je crois que je ne veux pas le croire. Et je pense que là-dedans, c'est le pouvoir de la dénégation dont tu parlais tout à l'heure, qui s'introduit. Et je crois que là, il y a une force, un régime de véridiction dont le cours de Foucault lui-même, le dernier cours de Foucault dont on parle depuis tout à l'heure, il essaye justement exactement d'exprimer ce régime de véridiction-là, qui est le régime de la dénégation, c'est-à-dire croire qu'on ne veut pas croire au savoir qui nous est donné.